BFM Business, Intégral Bourse, les indés de la finance. Les indépendants de la finance, chaque vendredi après-midi à 15h30 d'Intégral Bourse, et c'est David Calfon qui nous accompagne cette semaine. Bonjour David. Bonjour Grégoire. Président fondateur d'Amaïca Asset Management, on va parler des banques centrales avec vous, vaste, éternel sujet pour les marchés. Alors, force est de constater, comme je rappelle juste la séquence, on a eu la BCE la semaine dernière, la Fed, la Bank of Japan cette semaine pour parler des trois grandes. Oui. Force est de constater qu'elles sont plus aussi lisibles qu'avant. Je ne sais pas si elles sont perdues, ces banques centrales. En tout cas, elles ont pris l'habitude maintenant de perdre un peu les investisseurs. Et d'ailleurs, quel que soit le sens de leur politique, qu'on soit dans le cas de la Fed ou dans le cas de la BCE et de la Banque centrale du Japon. Oui, je crois que c'est encore plus frappant pour la Banque du Japon. Parce que la Banque du Japon, elle a quand même réussi un petit exploit ces derniers temps. C'est que lors de son précédent rendez-vous, elle avait surpris les investisseurs en faisant un mouvement que personne n'attendait. Donc on était passé en taux négatif, c'était une grande première. Et quelque part, le marché avait été surpris et analysé ce mouvement en disant ça y est, c'est leur dernière cartouche, ils ne savent plus trop quoi faire. Donc là, on avait vu un mouvement très très fort de renforcement du yen, ouais. Alors que c'est un assouplissement monétaire. Ça. Logiquement, ça aurait dû faire baisser la monnaie. Exactement. Et là, cette fois-ci, donc, on a une banque centrale qui ne fait rien. Ouais. Et c'est à nouveau une surprise, parce que cette fois-ci, on s'attendait à un mouvement. Pourquoi on s'y attendait? Parce que on avait d'une part des mauvais chiffres économiques. On a une inflation au Japon qui a rechuté, des anticipations d'inflation qui ont également chuté. On a eu également, d'ailleurs à tel point que la Banque du Japon elle-même a repoussé son objectif. Elle disait on atteindra les 2% d'inflation en septembre 2017. Maintenant, elle parle de mars 2018. Donc, il y avait tout ça, il y avait beaucoup de pression du gouvernement également, qui disait il faut quelque chose de osé, il faut un nouveau pas, et elle n'a rien fait. Alors, on se demande si c'est pas parce qu'elle pensait que la Fed ferait le travail à sa place. C'est que pour faire baisser le yen... Bien sûr, c'est une paire de devises, on le rappelle. Exactement, c'est un jeu relatif, et peut-être que la BOJ se dit la Fed va remonter ses taux d'intérêt, va durcir son discours, donc finalement, on n'a pas à en faire plus pour le moment. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Juste, c'est intéressant parce que la lecture du communiqué de la Fed, évidemment, on peut le lire toujours un peu de plusieurs manières différentes, mais ils ont quand même retiré une phrase qui était une phrase clé des précédents communiqués, c'est-à-dire l'évocation des développements globaux, économiques et financiers comme étant un risque pour la stabilité financière. Cette phrase, elle disparaît. On se dit logiquement, c'est un ton un peu plus hawkish. Là aussi, le marché ne lit pas du tout le communiqué de cette manière, en tout cas. Enfin, on va dire que les recettes habituelles ne fonctionnent plus là auprès du marché. Oui, alors c'est vrai. Alors pour la Fed, il n'y a plus de référence à l'économie mondiale. Il y a deux autres choses qui étaient assez intéressantes. La première, c'est il semblerait que la Fed n'a pas très confiance dans les données du PIB, parce que il y a quand même eu un PIB qui était plus faible qu'attendu au premier trimestre. Donc ce sont des données qui sont parfaitement connues de la Fed au moment où ils se réunissent, ils ont envie de dire que c'est temporaire, ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres indicateurs autour des données du PIB, notamment le marché de l'emploi, qui donnent des signes très solides, d'une économie solide. Alors, effectivement, là-dessus, moi j'aurais plutôt tendance à leur faire confiance et à leur donner raison, parce que c'est devenu une tradition quasiment aux États-Unis. Le premier trimestre, on a toujours des déceptions. Je crois qu'il y a un gros problème d'ajustement saisonnier. Il fait froid l'hiver aux États-Unis au premier trimestre, voilà. C'est un peu ça. Et il y a un autre point qui était intéressant, c'est qu'ils n'ont fait aucune mention de la remontée de l'inflation. Alors que pourtant, petit à petit, on a une inflation qui remonte aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que le marché ne réagit pas et pourquoi est-ce qu'on a un dollar qui s'affaiblit? Il faut peut-être regarder un petit peu le calendrier que l'on a devant nous. Le prochain meeting de la Fed, c'est le 15 juin. C'est une semaine avant le Brexit. Ouais. C'est vicieux. Le mois de juin va être vicieux. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué parce qu'on a vu à quel point pour les États-Unis le Brexit c'est un sujet important. On a vu l'implication de Barack Obama dans cette campagne. Donc pour eux c'est un vrai sujet d'inquiétude. Est-ce qu'ils vont oser remonter les taux d'intérêt une semaine avant un vote qui peut être décisif pour l'Union européenne? C'est pas évident. En revanche, une hausse des taux en septembre, s'il n'y a aucun mouvement en juin, ça me paraît acquis. Et le risque que l'on a, c'est surtout de voir le rythme, de voir s'accélérer. Parce que finalement, à force de partir trop tard, il faudra peut-être aller plus vite que prévu. Exactement. Et ça risque de surprendre les investisseurs. Pourquoi pas en septembre
un autre meeting, une autre hausse des taux au mois de décembre, et après sur 2017, peut-être non pas 2 hausses des taux, mais peut-être 3 ou 4. En septembre, je vois déjà venir le discours des investisseurs. On va dire, on sera en pleine campagne, en plein démarrage de la campagne présidentielle aux États-Unis. Alors certes, le mouvement de hausse de taux, il a déjà commencé, on va dire, mais la première hausse de taux paraît déjà tellement loin que là, on va avoir l'impression de repartir pour quelque chose. Enfin, est-ce qu'elle va pouvoir réinitier une hausse de taux là au début d'une campagne? Bon, on verra comment ça se passe, mais ça s'annonce chaud quand même. C'est difficile, c'est délicat. On sait que la Fed a horreur d'intervenir dans les sujets politiques, mais je pense qu'il n'y aura pas trop le choix. Pourquoi? Parce que au niveau du CAPEX, si on regarde ce qui s'est passé, les investissements productifs, exactement, capacité. Tous ces investissements ont été déprimés par la chute des investissements dans le secteur pétrolier. Ouais. Ceci dit, un petit peu technique, mais vous savez qu'on mesure ça sur un an glissant. Donc, la baisse du CAPEX pétrolier, elle est derrière nous. Là, ça se stabilise. Et donc, si on retire quelque chose qui baisse, si on retire un poids, mécaniquement, ce chiffre va augmenter. Donc ça, c'est pour les investissements. Le deuxième point, c'est sur le taux d'épargne. On a été un petit peu déçus ces derniers temps. On trouve que les consommateurs n'ont pas beaucoup consommé. Il a encore monté. Enfin, le dernier chiffre est tout frais. Un taux d'épargne des ménages en mars, 5,4% au plus haut depuis un an. Exactement. Et ça devrait continuer. Ça devrait se poursuivre parce que, déjà, Wall Street va mieux. Après un premier trimestre qui a été extrêmement mouvementé, là on est quasiment au plus haut, donc il y a bien entendu un effet richesse. Donc de là, on va continuer à avoir une confiance des consommateurs, effet richesse de la bourse, et puis bien sûr le chômage qui continue de baisser et les salaires qui continuent de remonter. Donc je dirais que à tout cela, on va rajouter une dernière touche, ce sont les exportations. Les exportations ont beaucoup pâti de la force du dollar. Qu'avons-nous depuis quelques mois ? Un dollar qui s'affaiblit, et on a déjà vu dans les chiffres les exports repartir à la hausse. Donc finalement, on a tous ces facteurs qui vont mieux, on aura les signes d'une économie qui ira très bien, peut-être de l'inflation et de l'inflation salariale qui arrivera à des niveaux sur lesquels il faudra agir. Je ne pense pas qu'ils auront vraiment le choix. C'est pas encore c'est pas un scénario consensuel. Enfin, il y a encore des scénarios opposés et contrariants aux vôtres, évidemment, David. Mais ça veut dire que si c'est ce scénario-là qui tient la corde, il faudra quand même qu'en termes de communication, la Fed ajuste un petit peu les attentes du marché qui sont très très basses. Vous parliez du dollar au plus bas depuis août 2015. Enfin, faut se souvenir, août 2015, c'est le moment de la crise chinoise et c'est le moment où le marché a effacé complètement l'idée d'une Fed qui pourrait remonter ses taux. Alors après, au fur et à mesure des événements, la Fed a réussi à le faire en décembre, mais on était vraiment au pic de la crise chinoise. Ça montre que le marché n'y croit pas. Donc si on veut que ça se passe bien, il va falloir qu'on prépare les esprits à nouveau là. Ça va être un exercice de communication extrêmement difficile. Alors, s'il est accompagné de bons chiffres économiques, ça peut marcher, mais il va pas falloir faire de faux pas. Et quand on regarde par rapport à ce qu'on vient de dire de la Banque centrale du Japon qui est un peu exsangue aujourd'hui, de la Fed qui a une histoire difficile à écrire là dans un calendrier pas facile non plus, on se dit que la BCE finalement elle est presque dans un fauteuil. On a vu les chiffres de croissance, il y a un peu de croissance, ça tient, c'est même un peu meilleur que prévu. L'inflation, ils ont toute l'attitude pour agir au regard de l'inflation qui revient en négatif. Enfin pour eux l'histoire elle est quand même plus facile, on a le sentiment là. Beaucoup plus facile, beaucoup plus lisible. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on commence à voir des effets positifs. Qu'on peut attribuer à cette politique-là, c'est tout le débat. Oui. C'est quand on regarde, il suffit de regarder l'accès au crédit, donc le financement des entreprises. Alors bien sûr, les taux baissent, mais Mario Draghi l'a mentionné récemment, le taux de refus de crédit aux PME, c'est-à-dire lorsqu'une société va voir sa banque en disant j'ai besoin d'argent, eh bien ce taux de refus de crédit est en chute libre. Et on a vu beaucoup d'indicateurs qui montrent que l'accès au financement est de plus en plus facile. Je dirais que ça, c'est avant même que la BCE commence ses achats d'actifs, d'obligations privées. Au mois de mars, ils ont annoncé quelque chose qui ne va avoir effet que fin juin. Le temps des banques centrales et le temps des marchés, ce sont deux horloges très différentes. Il faut laisser un petit peu de temps, mais effectivement, pour la BCE, c'est quand même beaucoup plus simple en ce moment que pour la Banque centrale du Japon et la Fed. Et au global, là, qu'est-ce que vous dites justement par rapport à l'observation que vous faites de ces discours de Banque centrale par rapport au mouvement de marché qu'on a eu? Enfin, est-ce que le mouvement de baisse sur le dollar est exagéré aujourd'hui? Est-ce que le mouvement d'appréciation du yen est exagéré aujourd'hui? Est-ce que le mouvement d'appréciation
l'appréciation de l'euro est exagérée aujourd'hui. Alors, il faut faire attention à ça. Là. Alors, ça fait beaucoup de mouvements assez erratiques, ça fait beaucoup de volatilité. C'est vrai que 2016, c'est très clairement une année de transition. C'est une période de transition d'ailleurs qui a commencé en 2015. On est dans cette période de transition où de choses très lisibles, on arrive dans un environnement où il y a beaucoup moins de visibilité. Eh bien, dans ces cas-là, la première des choses à faire, c'est de réduire un petit peu la voilure. Et d'autant plus que là, on vient d'avoir un rebond depuis le 11 février qui est assez significatif. Donc, je dirais c'est un peu du bon sens d'alléger un petit peu les investissements. Alors après, il y a toujours beaucoup d'opportunités. Mais c'est vrai qu'en allocation d'actifs, on a eu tendance, nous, à réduire notre exposition sur le Japon parce que le yen a eu un impact direct sur les bénéfices des entreprises. Et donc cette dynamique bénéficiaire qui avait été extrêmement positive pour le Japon 2013-2014, il ne faut pas oublier que les actions japonaises, c'était l'un des meilleurs placements que l'on pouvait faire ces 3 dernières années. 2013, 14 et 15, ça fait 3 ans. Là maintenant, c'est plus le cas. Et effectivement, on voit que cette dynamique bénéficiaire, elle a été enrayée, stoppée net, mi-2015, il y a quelques mois, concomitamment à la hausse du yen. Il y a mieux à faire que le Japon. Tout à fait. En revanche, en parallèle, on devient plus constructif sur l'Asie, l'Asie émergente, parce que tout simplement, dans l'Asie émergente, il y a la Chine, bien entendu. Il y avait un consensus très noir. On voit que là, la transition se fait petit à petit. En tous les cas, il n'y a pas d'effondrement. La Chine, ça reste une économie qui reste administrée et le gouvernement veut tout sauf des problèmes. Donc, ils sont véritablement là-dedans. Et après, sur les actions de la zone euro, là, on reste plutôt positif parce que, je vous ai dit, il y a un environnement qui est favorable. Et aux États-Unis, c'est une certaine neutralité. Mais là, je pense que le marché a besoin de respirer. C'est probablement ce qui est en train de se dessiner là depuis quelques temps. On a eu quelques séances à plat avec des consolidations en cours de séance. Là, un mouvement qui commence à devenir un petit peu plus franc. Bon, c'est une respiration qui nous paraît normale et légitime. Bon, avec là un indicateur américain qui rate sa cible, l'enquête manufacturière de la Fed de Chicago qui se maintient juste au-delà des 50, de peu 50.4. Donc on est encore en phase d'expansion en avril, mais on est très en deçà des attentes et très en retrait par rapport au mois de mars. Voilà, qui pousse encore le dollar à la baisse et on remonte à 1,1435 pour 1 euro cet après-midi. Merci beaucoup David. David Calfon, président et fondateur d'Amaika Asset Management.